15 avril 2019. La charpente de Notre-Dame est en feu. 1200 chênes, surnommés la forêt. Une forêt qui brûle et qui laisse imaginer le pire. Pourtant, derrière son apparente fragilité, elle était robuste, indispensable. Le poids de la charpente maintient l'ensemble. Sans ce point de compression, les murs latéraux de la cathédrale vont avoir à l'intérieur la poussée des voûtes, à l'extérieur la poussée des arcs-boutants à certains endroits, et pas à d'autres, évidemment, entre chaque arc-boutant. Par ce poids, la masse de la charpente assure la cohésion de l'ensemble et évite aux murs de subir des tensions. Une charpente qui était un véritable atout pour la sécurité de la cathédrale. On a vu que si jamais il arrive un problème, un incendie, eh bien, elle se consume, mais elle sauve le bâtiment. Tout cela est déjà inscrit dans son ADN, dans la conception des maîtres d'œuvre des XIIe et XIIIe siècles. Conçue pour s'autodétruire en cas d'incendie. La forêt de Notre-Dame de Paris, aujourd'hui disparue, était à l'image de la charpente de Notre-Dame de Rouen, l'une des plus perfectionnées de son époque. On retrouve dans cette charpente les meilleures techniques que l'on voit dans la plupart des charpentes sur le royaume. Tout cela est conçu de concert entre le maître d'œuvre de maçonnerie et le maître d'œuvre de charpenterie. Donc il y a eu vraiment une conception d'ensemble. Cette charpente était la deuxième que Notre-Dame ait connue. Alors pourquoi le maître d'œuvre et les charpentiers de Notre-Dame ont-ils décidé de la construire? Et comment expliquer sa résistance pendant 8 siècles? La réponse à ces questions, il faut peut-être aller la chercher dans la nuit du 14 août 1218. En cette veille de l'Assomption, fête dédiée à la Vierge, des voleurs s'introduisent dans le quartier des Chanoines de Notre-Dame de Paris. Une source identifie l'un de ces voleurs comme étant anglais. Ils se sont introduits dans la cathédrale par les parties hautes. Ils ont essayé d'y descendre pour y voler des vêtements et des objets liturgiques. Quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, une chandelle a été renversée et le chœur s'est embrasé. Pour la première fois de son histoire, Notre-Dame brûle. Si l'on ignore la portée réelle de ce premier incendie, il aurait servi de prétexte au déclenchement d'une nouvelle campagne de travaux gigantesques au cours des années 1220. Dans le même moment, on était en plein achèvement de la reconstruction de la cathédrale de Chartres, qui s'était dotée d'immenses fenêtres que l'on n'avait pas à Notre-Dame de Paris. Et d'un seul coup, cette cathédrale avait besoin de modifications, de modernisation, de mise au goût du jour. On imagine une sorte de réunion de chantier avec la maîtrise d'œuvre, les tailleurs de pierre. Les artisans de ce travail ont dit « mais nous, donnez-nous des ordres, nous avons été sur tel chantier, nous avons vu ce qu'ils font là, nous pouvons faire mieux ». Faire mieux. Faire entrer la lumière en ouvrant les fenêtres de Notre-Dame. Un nouveau défi pour les bâtisseurs du Moyen-Âge. Car ils vont devoir modifier la toiture et reconstruire intégralement la charpente. Une structure longue de plus de 100 mètres, haute de 10 mètres et large de 13, dont la faiblesse est inquiétante. L'impact d'une charpente sur la stabilité d'un édifice est majeur. Ça crée énormément de poids, ça crée énormément de poussées. Des poussées exercées principalement sur les côtés par les chevrons. Les chevrons, ce sont les bois, les très longs bois qui portent les matériaux de couverture. Les chevrons ont tendance à pousser vers l'extérieur. Et donc, il est nécessaire d'avoir à la base, en entrée, une pièce de bois horizontale qui relie les deux chevrons et qui, lui, va limiter l'écartement de la charpente. Et si on n'a pas
en dispositif assez solide. La charpente va pousser sur les maçonneries et ouvrir le vaisseau. Principal problème de cette première charpente, les voûtes pénètrent à l'intérieur. Cela empêche d'y installer ses entraits, qui limiteraient son écartement. Comment réparer cette erreur? Seule réponse possible, rehausser le mur et permettre ainsi à la nouvelle charpente de se doter de ces pièces de bois horizontales nécessaires à la stabilité de la structure. D'autres éléments permettront de mieux répartir les forces exercées par cette masse de bois, mais aussi de la renforcer. Un plan de consolidation de l'édifice qui ne pourrait fonctionner sans un matériau, le plus noble des bois, le chêne. C'est un bois qui a une souplesse et une résistance mécanique exceptionnelle et qui a une durée dans le temps exceptionnelle. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'être le plus cohérent possible entre la section de l'arbre et la pièce de bois à réaliser, puisque chaque arbre fournit une pièce de bois. Un arbre par pièce de bois, mais des arbres qui devront être aussi solides que gigantesques. En travers de ce qu'on appelle la ferme triangulaire, il y a un entrée. Il faut que l'entrée puisse traverser l'ensemble de l'édifice. Ça veut dire que pour une nef de 13 mètres de large, il faut que l'entrée dépasse de 50 cm de chaque côté. Il faut trouver des troncs de 14 mètres. On estime qu'entre 1000 et 2000 chênes ont été nécessaires pour construire la charpente de Notre-Dame. Mais où trouver des arbres aussi longs et en de telles quantités? La réponse des hommes du Moyen-Âge passe par une technique oubliée aujourd'hui. On coupait les arbres, donc on faisait une coupe rase, et on laissait repartir les souches. Donc on va avoir des bois qui vont rejaillir, et donc ils sont boostés. Une maîtrise de la nature qui fera pousser les arbres très vite, très haut, très fin et très droit, pour aller chercher la lumière. Et au bout de 50-60 ans, on n'a plus qu'à récolter des bois qui sont parfaitement adaptés à des charpentes de cathédrale. Cette technique ingénieuse a permis de limiter la surface à déboiser. D'après les scientifiques, entre 3 et 4 hectares de forêt seulement ont été nécessaires pour construire la charpente de Notre-Dame, soit l'équivalent de 3 fois la surface de son parvis. Ces arbres, les charpentiers les travaillaient à la hache, verts, juste après avoir été coupés, ce qui facilite leur équarrissage, leur taille à angle droit. Équarrissage qui maintient la continuité ligneuse du bois. Ça donne une solidité effectivement incomparable. Si vous suivez, moi je les suis avec mon doigt, regardez en fait, on n'a pas de déformation de cette fibre. Ces pièces-là vont rester exactement dans la forme où elles ont poussé, donc elles seront indéformables. Ces éléments qui feront la solidité de l'ensemble de la charpente vont ensuite être assemblés sur une plateforme au-dessus des voûtes. Achevée au cours des années 1220, la forêt de Notre-Dame de Paris a pendant 8 siècles protégé l'édifice face aux intempéries. Témoignage de sa résistance incomparable. Son rôle fut aussi de porter l'imposante toiture de plomb, élancée, verticale et visible de tous. La couverture est la chose qui se voit le plus loin possible. Souvent, elles étaient revêtues à la feuille d'or. En conséquence, elles brillaient au contact du soleil, mais brillaient aussi au contact de la lumière de la lune. Notre-Dame est maintenant dotée de cette couverture monumentale. Reste à achever ses tours. Des tours massives, le visage de la cathédrale. Avec leurs 69 mètres de hauteur, elles seront les plus hauts bâtiments de Paris. Ces deux tours n'ont pas qu'une fonction esthétique. On peut les voir de très loin, mais on peut aussi les entendre. Il est important de rappeler que ce ne sont pas seulement des signes visibles de pouvoir, mais qu'elles véhiculent ce pouvoir à travers le son. Les tours de Notre-Dame
seront édifiées au cours des décennies 1230 et 1240. Seule la tour Eiffel, érigée plus de 650 ans plus tard, en 1889, parviendra un jour à les détrôner. Les tours achevées, c'est Notre-Dame tout entière qui semblait l'être, enfin offerte dans sa totalité aux fidèles, près de 70 ans après le début des travaux. Mais un nouveau chantier allait bientôt l'occuper.